Alors, à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas lieu de se tourner vers le passé, ça suffit de ressasser l'esclavage, ça suffit de se victimiser. Qu'est-ce qu'on leur répond à Mazama? Ce qu'on leur répond, c'est que, comme le disait Michael, il y a un crime qui doit être réparé. Il y a la loi de Taubira, mais il y a aussi le colloque des Nations Unies en septembre 2001 à Durban, en Afrique du Sud, qui a reconnu, c'était signé par 168 pays, qui ont reconnu l'esclavage et la colonisation comme des crimes contre l'humanité. Donc on n'est même plus simplement au niveau français, on est au niveau vraiment international. Il y a 168 pays qui se sont réunis et qui ont dit effectivement. Pourquoi est-ce qu'il faut en parler? Parce que malheureusement, et bien c'est prévisible, le passé est aussi notre présent. Ce passé-là n'est pas un passé révolu. Ce n'est pas comme s'il y a une page qui a été tournée, puis voilà, on peut mettre le livre à côté, on est passé à autre chose. On est toujours en plein là-dedans. La Martinique, la Guadeloupe sont toujours des colonies de la France. On peut leur avoir donné d'autres noms, mais on est toujours en plein colonialisme. Et il y a toutes ces séquelles mentales, même pas seulement séquelles, encore une fois, on est en plein là-dedans. On n'est peut-être plus dans l'esclavage physique, brutal, avec les chaînes et tout, mais on est en plein esclavage mental. Donc il faut parler de réparation pour ça. Quand on pense que ce sol, ce que nous foulons, est imbibé du sang de nos ancêtres, parce qu'on n'en parle pas, mais ce que nous avons subi est simplement inimaginable. Si vous pensez simplement que dans les 3 premières années, ce qu'ils appellent le processus de créolisation, qui durait donc en moyenne 3 ans, que 50% des Africains introduits en Martinique ou dans les colonies d'une façon générale mouraient, cela vous donne déjà une petite idée des conditions de vie qui étaient les nôtres. 50%. Et avant ça, vous avez déjà un tiers qui avait péri pendant la traversée, n'est-ce pas? Donc, c'est innommable. Honorons nos ancêtres. Honorer nos ancêtres, c'est nous honorer nous-mêmes. Milka parlait de cela. Il s'agit non seulement d'affirmer notre dignité, mais il s'agit aussi d'affirmer notre gratitude. Notre gratitude pour des hommes et des femmes qui, malgré tous les sévices qu'ils ont subis, ont quand même tenu bon. Imaginez que vous ayez des enfants et qu'à n'importe quel moment, on puisse venir les prendre et vous n'en voyez plus jamais vos enfants. Et vous vivez comme ça, dans cette crainte permanente. Moi, je ne sais pas ce que je ferais en tant que maman, j'ai 3 enfants, ce que je ferais si mes enfants venaient les prendre et qu'on nous séparait, que je les voyais. Et pourtant, on continue à avoir des enfants. Pour que nous soyons là aujourd'hui, malgré cette angoisse permanente, sans compter les sévices physiques, les viols, les castrations, les coups de fouet, les insultes. Non. Si vous regardez par exemple les Amérindiens, où est-ce qu'ils sont? En Guadeloupe, ils étaient 25 000 quand les Français sont arrivés. Il n'y en a plus un seul. Donc, au moins, je dis, je sais gré aux Africains d'avoir tenu bon pour que moi, je puisse être vivante aujourd'hui. Être là aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, malgré tout, c'est pas évident. Je pense que tant que nous n'aurons pas fait la paix avec nos ancêtres et donc avec l'Afrique, nous aurons beaucoup de mal à nous remettre debout. C'est mon analyse. Je le vois, c'est vrai ici, c'est vrai en fait partout. C'est vrai partout, c'est même vrai en Afrique. Quelque part, les Africains doivent faire la paix avec l'Afrique, avec nos ancêtres, avec les traditions qui sont les nôtres, avec la culture qui est la nôtre. Les Européens ont développé une rhétorique de la domination qui leur a permis d'instaurer une dichotomie simpliste, comme beaucoup de leurs dichotomies, entre eux qui sont bons, beaux, sacrés et divins, et nous les Africains qui sommes mauvais, laids, parce que diaboliques. Donc vous avez une équation entre le blanc qui est divin, donc on sait très bien que le bon Dieu chrétien, c'est un grand blanc à barbe blanche, etc. Son fils Jésus, on sait à quoi il ressemble. Et puis il y a nous de l'autre côté, dans notre noirceur diabolique, etc. Et les blancs sont là pour nous sauver de nous-mêmes. C'est toujours là avec nous cette question d'esclavage mental. On est toujours en plein dedans. C'est-à-dire que si vous allez à Fort-de-France à la cathédrale,
eh bien, à l'intérieur, on voit que la Marie blanche, les anges blancs, le Jésus blanc, tout est blanc dedans. Et tout le peuple noir qui les adore. Qui est assis, agenouillé. Donc, maintenant, quand c'est malsain même. C'est plus que malsain, ça engendre des comportements serviles, des comportements inférieurs, n'est-ce pas? Et qui font qu'en fait, nous ne nous percevons pas comme étant sacrés. Cette dignité de l'être humain vient du fait que nous sommes sacrés. C'est pour ça que quel que soit notre statut social, quel que soit l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, il y a toujours cette valeur humaine intrinsèque qui vient du fait que nous sommes des parcelles d'origine divine, des parcelles divines. Mais quand on perd cela de vue et qu'on accepte qu'on est en fait une émanation de Satan lui-même, et Satan, bien sûr, c'est une métaphore du diable, ce qu'il y a de l'incarnation même du mal, et qu'on accepte cela, eh bien, ça crée des problèmes énormes. Et on voit ce que ça donne au niveau de nos sociétés, au niveau de nos comportements, de notre haine de nous-mêmes, et des divisions que ça crée entre nous. Comment expliquez-vous que c'est une question que j'ai déjà posée récemment, peut-être même, à Milka, mais j'aime bien la reposer parce que ça m'interroge. Comment expliquez-vous que, alors que le catholicisme, la religion catholique, a participé activement à l'esclavage, comment peut-on expliquer que les gens qui l'ont subi, qui descendent de ceux qui l'ont subi, soit inféodés à cette religion qui les a écrasés? Comment on peut expliquer ça? Ça s'est fait de façon violente. Je pense qu'il ne faut jamais occulter la violence de l'esclavage et de la colonisation. Il y a une violence physique, et puis il y a aussi, c'est-à-dire qu'on vous inculque des choses à coups de fouet et à coups de pied, et puis il y a la violence symbolique. Je parle de la violence physique, je vous donne un exemple. Mon père, qui est un homme, maintenant qui a 86 ans, me racontait comment, quand il était petit en Guadeloupe, il habitait au d'un morne, dans une espèce de pente, et le père catholique, je ne sais plus comment il s'appelait, leur faisait réciter des versets de la Bible, enfin je ne sais pas comment ils font leur histoire. Et il me disait que c'était à coups de pied que ça se faisait. À coups de pied? À coups de pied. C'est-à-dire que le blanc, le prêtre catholique, donnait des coups de pied à ces petits Africains en Guadeloupe. Si jamais ils disaient un mot mal, ils avaient oublié la moitié d'un truc, c'était à coups de pied. Et il me disait que c'était d'une telle férocité, comme ils étaient en pente, qu'il y avait des enfants qui en fait déboulaient le mont, comme on dit, et qui se retrouvaient au bas de la côte. Et c'est à coups de pied. Il fallait qu'ils reviennent prendre encore leur coup de pied. Juste... Non, mais la violence. Mais, ma question portait sur aujourd'hui, de nos jours, quand parce qu'on réfléchit, on est informé, non, c'est ça justement. On apprend. On réfléchit pas. On ne réfléchit pas, on ne pose pas de questions. Non, surtout. On se met à genoux devant un Dieu tout blanc. C'est l'obéissance, c'est ça, c'est cet esprit servile qui a été formé par justement le processus de créolisation. Parce qu'il ne faut pas occulter. On veut nous dire tout ce que l'on veut sur la créolisation, mais c'est justement ce qu'il faut dire de la créolisation qu'on refuse de dire. La créolisation a travaillé mentalement l'individu pour qu'il soit un être servile, c'est-à-dire obéissant. Donc, il a une religion qui est imposée par un système, eh bien, il obéit. Et comme l'Africain, c'est un être qui est profondément spirituel, parce que justement, dans notre civilisation, nous étions convaincus que nous étions une parcelle de cette divinité. C'est pour ça que les gens avaient ce rapport à l'être, ce rapport à la nature, etc. Mais on est dans une société qui est, la société occidentale, qui est matérialiste. Ça veut dire que pour elle, c'est sonnante et trébuchante. Elle veut du concret. Donc, effectivement, comme nous sommes dans une dynamique, toujours dans une dynamique spirituelle, donc nous allons vers la religion en croyant que c'est là que nous allons trouver cette spiritualité. Et ce n'est pas l'endroit où on trouve la spiritualité. Oui, je voulais dire qu'il y a aussi un élément qu'on ne doit pas sous-estimer, c'est la peur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ne se sentent pas forcément complètement à l'aise. Ils savent que le catholicisme est responsable de nombreux crimes, mais il y a cet élément de peur par rapport à l'enfer. Exact. Et puis, par exemple, mon père... Qui sont... Oui. Non, vous imaginez, vous allez brûler en enfer pour l'éternité. Donc, on réfléchit bien. Et puis, on commence à justifier.
c'est pas le catholicisme qui est mauvais, c'était les prêtres qui étaient méchants. C'est pas le pape Nicolas V en 1455 qui a dit que l'esclavage des Africains par les Espagnols et les Portugais, il s'est trompé. Mais le catholicisme lui-même est bon. Donc on dit aussi l'un de l'autre, les personnes qui représentent le catholicisme au plus haut niveau, et en disant, bon, je peux toujours être catholique, et puis maintenant, sous couvert d'universalisme, le message de Jésus-Christ est universel, etc., etc. Il y en a même qui le peignent en noir. Oui. Hein? Oui. Et puis voilà, l'affaire le tour est joué. Le tour est joué. Le tour est joué. Donc, c'est ce que je voulais ajouter, parce que je pense qu'il y a ça, la peur, et puis dissocier les deux pour pouvoir justifier pourquoi on est toujours dans quelque chose dans quoi on ne devrait vraiment pas être. Si on avait un peu de respect pour soi et pour ses ancêtres. Revenons-en aux réparations, parce que, bon, il a été demandé dans la loi Taubira, il y avait un article, l'article 5, qui prévoyait des réparations, et cet article a été carrément éliminé. Bon, j'espère que Christiane Taubira s'arrangera pour qu'on le renégocie. Mais il faut savoir quand même que la France a exigé des réparations auprès de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, par exemple. L'Allemagne, je vous le disais tout à l'heure, continue à verser des réparations aux survivants juifs de la Shoah. L'Irak paye le Koweït pour l'invasion par Saddam Hussein. L'Italie verse des réparations à la Libye. Des exemples comme ça, il y en a. Alors nous disons, la France, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, c'est notre peuple lui-même qui doit prendre conscience justement, du sens des réparations. Et c'est justement pour cela que nous organisons le colloque, pour que les gens ne partent pas dans une dérive, si on peut dire, culpabilisante. Les gens se disent, mais pourquoi aller demander des réparations? Et puis bon, il faut oublier, et puis de toutes les façons, comme si les descendants d'esclavagistes, bon, ils n'ont pas commis le crime. Donc, ils sont pas responsables. Voilà. Et en plus, l'État non plus n'est pas responsable. Qui a commis le crime avec les esclavagistes, il n'est pas responsable. Alors, ce que je réponds, c'est qu'effectivement, s'ils ne veulent pas être responsables du crime, ils ne peuvent pas être non plus dépositaires des profits du crime. Voilà, c'est ça. Puisque tout compte fait, ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas dit, bon, voilà, comme nous avons éliminé le crime, donc maintenant, les profits, on n'en veut plus et on repart à zéro, comme on était arrivé ici au début de la colonisation. Ils vivent aujourd'hui, ils profitent de tout ce qu'ils ont accumulé par ce système esclavagiste qui est le fondement du capitalisme. C'est le fondement du capitalisme occidental. Et ils ont le toupet de nous dire, nous sommes tous créoles, donnons-nous la main. Voilà, donnons-nous la main. Non seulement ça, mais quand on regarde l'échelle nationale, la France a financé en grande partie sa révolution industrielle grâce à nous. À nous, absolument. Grâce à nous. Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut vraiment mettre sur le tapis. Et on ne peut pas accepter qu'on nous dise, c'est fini, c'est pas nous qui avons fait ça. Aux États-Unis, on est dans la même problématique. Voilà. Les États-Unis ont mis en place un système de réparation, le gouvernement états-unien. Il y a par exemple des bourses qui sont attribuées aux descendants, aux Africains-Américains, états-uniens, pardon. Ça, ce n'est pas un programme de réparation. Voilà. Hein, et les États-Unis n'ont jamais reconnu. Non, ce n'est pas occasionnel. Les États-Unis n'ont jamais reconnu l'esclavage et la traite, etc., comme des crimes. Jamais même un mot d'excuse. Rien. Ah bon? Rien. Il n'y a pas de journée, même pas une minute, sur le plan national, où ces événements-là sont commémorés avec un semblant de respect et de regret pour les atrocités commises. Et je précise, pardon de vous interrompre, mais je précise que vous parlez en connaissance de cause puisque vous enseignez dans une université. Absolument. J'enseigne les études africaines-américaines, donc c'est un sujet que je connais bien.
les programmes dont vous parlez, c'est des programmes qui ont été mis en place pendant ou à la suite du mouvement pour les droits civiques, n'est-ce pas? Où la discrimination était tellement forte, tellement grande, mais il faut savoir que ces programmes-là sont attaqués et que sont devenus maintenant illégaux dans plusieurs États. Donc, encore une fois, c'est cette attaque constante et ce refus de la part des Blancs de reconnaître leur tort. Et je pense que fondamentalement à la base, c'est quoi? C'est qu'il y a le refus de reconnaître notre humanité. Et quelque part, une espèce d'arrogance. C'est très intéressant. Aux États-Unis, ils ont fait un sondage. 95% des Blancs sont opposés à l'idée de réparation. 95%? Voilà, 95% pensent que les États-Unis, le gouvernement américain n'a rien à nous donner, qu'on devrait être content déjà qu'ils nous ont fait sortir d'Afrique pour nous baptiser. Donc, ça va nous permettre d'aller au paradis si on se comporte correctement. Hein? Bon, le prix à payer, c'était de travailler pour eux pendant 246 années. Bon, mais quand on pense qu'on aura droit au paradis pour l'éternité, bon, ben quand même 246 ans, c'est rien. C'est rien. Donc on n'a pas droit, on devrait se taire, on devrait être bien content d'être là et à remplir leur prison. Voilà. Et dans nos pays, Guadeloupe, Martinique, c'est la même chose quelque part. Ils nous ont sauvés de l'Afrique. Moi, je me souviens, j'avais fait une présentation un jour à Marie-Galante, je présentais un de mes livres. Il y avait une Française dans le public qui m'a dit, mais quand même, vous n'auriez pas aimé être toujours en Afrique en train de piler du mil, non? Oh. Voilà, c'était ça. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça leur attitude, c'est l'arrogance. C'est-à-dire que je devrais être bien contente. Pourquoi est-ce que je me plains? En tout cas, ne généralisons pas quand même, Mazama. Écoutez, c'était mon expérience. Non, mais je vous dis, une Française. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce consensus? Pourquoi est-ce que les Blancs, soi-disant nos amis libéraux progressistes, pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas un tollé? Pourquoi ils peuvent dormir le soir en sachant, s'ils savent ce qui nous a été fait? Hein, et ce qui continue à nous être fait, cette humiliation de notre humanité, ce déni de notre humanité. Et pourquoi est-ce qu'ils ne s'élèvent pas en masse pour exiger de leur gouvernement qu'on nous traite autrement? Peut-être, mais en tout cas, il y a quand même cette ville de France, c'est Villers-Cotterêts, où est né, ou pas né d'ailleurs, Alexandre Dumas. Voilà. Le maire Front National a décidé qu'il ne célébrerait pas le 10 mai. Et bon, il y a eu une manifestation quand même, avec une majorité de blancs, comme vous les appelez. Le coderme. Comme le coderme. Eux-mêmes. Hein. C'est pas moi qui ai inventé. Les caucasiens ou les leucodermes, comme dirait Jean-Philippe Omotunde, Kalala Omotunde. En tout cas, il y a quand même, bon, je réagis à cette façon de dire les blancs, etc. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller dans cette démarche? C'est-à-dire que moi, vous êtes en colère contre eux? Tout à fait. Oui. Absolument. Oui. Je leur en veux énormément pour ce qu'ils ont fait à mes ancêtres. Je ne vois pas comment. Et puis pour ce qu'ils continuent à nous faire. Et pour qu'est-ce qu'ils continuent à nous faire? Je ne vois pas comment on peut ne pas leur en vouloir. Je ne vois pas comment on peut ne pas être en colère. Je ne vois pas comment on peut ne pas avoir de peine, comment on peut ne pas ressentir cette souffrance profonde. Je ne comprends pas. À moins qu'on ait été anesthésié. Je crois plutôt qu'on a été presque lobotomisé, oui, je pense. Colère aussi. Ah oui, de la colère. Oui. Et puis surtout, et même, on pourrait même dire une forme de colère vis-à-vis de l'aveuglement, de la cécité de notre propre peuple, qui est toujours prêt à rentrer dans une résilience, dans une fuite, consensus, dans une espèce, parce que le pardon de façon générale. Mais quand on veut pardonner, il faut que celui qui vous a offensé, vous demande pardon. Et à ce moment-là, vous lui dites, oui, je vous pardonne. Mais alors, j'ai appris qu'il y a un béquet, M. Bali, qui a demandé pardon au peuple martiniquais. Oui, je ne savais pas. Parce qu'il a rendu les terres. Je ne pense pas qu'il ait rendu les terres. Bon, non, bah alors, mais c'est pas la peine de... Elle est au combat. Parole en bouche pas chage. Il a demandé pardon. Oui, mais pas mal. A-t-il dit, partageons les terres? Oui.
Non, mais parce c'est que ça. souvent... Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça? C'est quand il aura fait ça que je le prendrai au sérieux. Voilà. Mais jusqu'alors, bon... Oui, il peut très bien dire ça. Justement, une phrase de Louis-Georges Tin dans son livre, « Il n'y aura pas de réconciliation véritable sans réparation véritable ». Le dernier roman de Leonora Miano, dont j'ai malheureusement oublié le titre, mais raconte l'histoire d'un village en Afrique, on ne sait pas quel pays, on ne sait, mais les jeunes gens, il y a eu un incendie et les jeunes gens, les jeunes hommes ont disparu. Et à ce moment, ils ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Les mères sont rassemblées, les mères de ces jeunes gens qui ont perdu leurs jeunes sont rassemblées dans un endroit particulier et certains partent à la recherche de ces jeunes gens. En fait, ils ont été raflés pour l'esclavage. Et c'est ça l'histoire de ce roman. Je suis désolée de ne pas me souvenir du titre, mais c'est Leonora Miano, La saison de l'ombre. Voilà, La saison de l'ombre. Lisez ça, c'est passionnant. Déjà, c'est écrit d'une manière magnifique. Et c'est l'histoire, c'est l'histoire prise d'une certaine manière, du point de vue d'ailleurs, elle ne les nomme pas africains, elle dit nous ne nous sommes jamais nommés africains, ni Afrique. Mais les gens de ce pays, tout à coup, voient disparaître des jeunes hommes comme ça, qui disparaissent, qui sont raflés, et ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment. Voilà. Et c'est magnifique. C'est là que tu vois la violence, violence. Et l'impact sur l'Afrique aussi. L'impact sur l'Afrique. L'impact économique, l'impact culturel, etc. Et puis aussi que, dont l'Afrique souffre toujours, parce que bon, tu imagines bien que des jeunes entre 10 et 20 ans ou 25 ans qui ont été raflés en si grande quantité, ce sont des millions de personnes. Les gens ont vraiment lésine sur les chiffres, mais on est à pratiquement 200 millions de gens qui ont été raflés du continent. Ou qui sont morts dans le continent. Mettre un peu ça dans la tête. Voilà, c'est 200 millions de personnes, c'est pas rien. Des Français qui ont l'air d'ignorer. Quand on pense qu'un député, je crois, s'est permis de dire qu'après l'affaire des jeunes femmes qui ont été enlevées par le groupe Boko Haram, qui s'est permis de dire que l'esclavage, c'est pas la France qui a inventé l'esclavage, je sais pas. L'Afrique connaît, en fait. Oui, connaît déjà son déjà, problème. Voilà, donc ils se permettent de dire ça comme ça. Donc ils parlent de déculpabiliser, de disculper les... Et puis il faut aussi regarder le rôle de l'islam et des musulmans aussi. Dans la traite, la première traite, c'était la traite des Arabes. Bien sûr, absolument. Donc, bien sûr, mais de toute façon, peu importe. C'est pas, il y a pas, ça a été fait par les Français. Ils ont eu la prendre leur bénédiction responsabilité de leur pape. Et on voit effectivement que quand tu fais le rapprochement avec l'islam, on voit bien que ce sont des peuples qui sont dans la religion du livre. C'est-à-dire que dans les fondements même de la Bible, qui est le livre de ces deux religions, de l'islam ou encore qui prennent leur fondement, etc., le catholicisme, eh bien, c'est dans leur texte, dans le texte fondateur, justement, l'esclavage est reconnu. C'est-à-dire que c'est une pratique qui est tout à fait normale, la vente des gens, etc., etc. Donc, quand ils nous disent que ce sont les Africains qui ont inventé l'esclavage, je les renvoie à leur texte. Ben oui, bien sûr. En fait, il n'y avait d'esclavage dans aucune société africaine avant l'arrivée des Arabes et des Européens. Exactement. Aucune. Ça, c'est de toute façon, on n'a pas... Il me semble qu'on n'a pas besoin de donner des arguments. Quoi. Non, plus. Mais en fait, quand on vous dit qu'il y avait l'esclavage en Afrique, que ce n'est pas la France qui a inventé, c'est bon de rappeler les faits qui sont là et que tout le monde peut consulter. Et d'ailleurs, que l'esclavage, c'était l'esclavage des Blancs. On réduisait en esclavage aussi des Blancs qui réduisaient en esclavage. C'était les Slaves, c'est de là que le mot esclave vient. Donc, automatiquement, nous n'avons pas inventé un vocabulaire que ce sont eux qui l'ont inventé. Donc, en 2005, mesdames, le MIR a signé l'État français devant le tribunal de Fort-de-France. Où ça en est, ça? Il y a des avocats. Est-ce que vous savez, Milka? Oui, alors justement, la décision a été rendue c'est l'an dernier. Nous sommes en mai. Oui, je crois que le 28 avril, il y a eu la décision
bien entendu, la plainte a été, enfin, ils ont été déboutés, mais ils ont quand même reconnu dans certains alinéas que effectivement il y avait un crime, qui avait été commis, et que automatiquement ils ont droit, si vous voulez, à être réparés. Donc automatiquement il y a une avancée, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément obtenu ce qu'on voulait, puisque l'État français a été accusé. Alors là, vous voyez encore la puissance de cet acte, de mettre l'État devant ses propres instances juridictionnelles. Donc je pense qu'il faut faire feu de tout bois pour que justement notre peuple prenne conscience du fait que il y a là des actions sur lesquelles nous ne pouvons pas passer. Nous ne pouvons pas ranger dans les arcanes de l'oubli pour rentrer dans la réconciliation des faits qui ont été si marquants pour notre société et qui pèsent sur notre société. C'est un devoir que nous avons, comme tu dis, envers nos ancêtres. C'est un devoir que nous avons envers nous-mêmes en tant qu'êtres humains, d'aller et justement de demander des comptes par rapport à ce qui s'est fait historiquement. J'ai envie qu'on parle d'Haïti un petit peu, parce que quand même, hein, Haïti a dû payer pendant des années payer pour ne plus être esclave. C'est quand même terrible, ça. C'est incroyable, mais ça vous montre encore hein, l'étendue de l'arrogance des Français qui ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre. Ben oui. Ils ne s'y attendaient pas. Personne ne s'y attendait. Napoléon s'est fait écraser quand même. Napoléon s'est fait écraser, l'armée la plus puissante au monde qui se fait comme ça battre malproprement par des Africains dont on niait l'humanité, arrive à battre donc l'armée de Napoléon, le beau-frère de Napoléon meurt dans tout ça. Et malgré cela, ce sont les Africains qui doivent payer pour leur liberté. Et c'est terrible, c'est terrible. Donc les colons français sont dédommagés, l'État haïtien doit payer une somme considérable à l'État français, et aujourd'hui on voit dans quel état est Haïti, et ils se retournent et disent mais est-ce qu'il n'aurait pas été mieux si c'était resté dans l'esclavage? Aujourd'hui, c'est posé comme question. Regardez dans quel état ils sont, les nègres ne peuvent pas se gérer eux-mêmes, ils sont irresponsables, les Africains incompétents, voilà, donc voilà la preuve, sans expliquer évidemment tout le contexte, en fait le vol pur et simple de la trésorerie haïtienne, c'est et en incroyable. plus, il y a un chef d'État haïtien qui a réclamé, qui a osé réclamer, arrêté, il a été destitué. Et qui a été destitué, qui a été envoyé en exil en Afrique du Sud, et qui est revenu dans son pays, mais il ne doit faire aucun bruit, il ne doit faire aucune déclaration politique. Je l'ai rencontré il y a 2 ans. Oui. Et il ne peut rien dire, il peut pas. Justement, je crois que vous êtes allés toutes les deux en Haïti. Comment le peuple haïtien, comment il réagit, comment il s'exprime par rapport à ça? Par rapport à la dette, je pense que, enfin, à la récupération de cet argent, parce que je crois que non seulement cet argent précis doit être récupéré, mais ce n'est pas seulement cet argent-là, parce qu'il y a aussi une réparation à faire à Haïti dans le même cadre que celui que nous réclamons aujourd'hui. Donc, je pense que le peuple haïtien n'est pas encore suffisamment peut-être conscient de l'importance des enjeux, si on peut dire, des réparations, parce qu'il a peut-être aussi d'autres déjà préoccupations qui sont plus immédiates. Quoique justement, ces réparations pourraient venir au secours de la situation immédiate. Ce que je voulais dire sur Haïti rapidement, c'est qu'effectivement, la question des réparations n'a pas été vraiment posée. Par contre, la question du remboursement de la dette, ça c'est une question dont les Haïtiens sont parfaitement conscients. Grâce à un travail de fond qui a été fait par Aristide. Ça, il y a des chansons même qui ont été écrites pour expliquer exactement combien d'argent la France doit rembourser à Haïti. Je voyais des enfants, des petits-enfants qui chantaient ça dans la rue, qui sont parfaitement conscients que la France leur a volé de l'argent et que la France doit leur rembourser l'argent qui a été volé. Sans compter l'argent que les Américains eux-mêmes ont volé quand ils ont occupé Haïti entre 1919 et 1934, je crois.
Donc tout ça, toute cette question-là, quand même, les Haïtiens en sont conscients. Donc ils sont un peu plus loin que nous à ce niveau-là, quelque part, au niveau de la masse, si vous voulez.